Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Israël demain, une nouvelle émission dans les studios Kalita ici à Jérusalem, avec une émission qui va parler des nouvelles technologies, des nouvelles énergies, de la médecine aussi. Vous savez, Israël, c'est un véritable réservoir de start-up, et on parle toujours des nouveautés qui existent en Israël, de ces start-up qui naissent, de ces start-up qui sont des fois rachetées des sommes très très importantes par des grosses sociétés à travers le monde. Eh bien, nous allons essayer de découvrir à travers cette émission tout ce monde de l'innovation, donc comme je vous l'ai dit, dans les nouvelles technologies, en médecine, dans les nouvelles énergies, puis aussi, parce que c'est intéressant, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans le domaine associatif en Israël, et nous en reparlerons dans les prochaines émissions. Nous allons essayer de vulgariser en fait ces technologies que nous connaissons pas, ces technologies que nous entendons parler tout le temps à la radio, à la télévision, et que nous connaissons pas trop. Nous allons essayer de rentrer donc dans ce monde avec à chaque fois des nouveaux invités qui nous présenteront un peu ce qu'ils font, ce qu'ils ont inventé, ce qu'ils font dans leur société, dans leur start-up. Et nous allons commencer aujourd'hui donc avec cette nouvelle émission. Nous avons le plaisir d'accueillir notre premier invité dans cette émission de Israël demain. On espère qu'il va nous porter bonheur pour cette nouvelle émission. Jérémy Brabé. Réciproquement. Jérémy Brabé à Naljo. Merci. Boker Tov, bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour parler d'une start-up dans laquelle vous travaillez déjà depuis plusieurs années, Psartech. Oui, alors, fondé Psartech il y a un peu plus de 2 ans. Et merci effectivement de me recevoir. Je suis enchanté d'inaugurer l'émission. Alors, on va d'abord parler du nom de la start-up, parce que Psartech, pour ceux qui parlent un peu l'arabe et qui sont d'Afrique du Nord, ça va leur tout de suite dire quelque chose. Oui, effectivement, c'est assez marrant. C'est fait exprès, C'est fait exprès. L'idée, c'était effectivement de prendre un nom qui était plutôt sympathique et qui évoquait des choses plaisantes, et en même temps un nom qui traduise notre envie de travailler avec tout le monde et de dépasser les frontières, et effectivement, bien qu'étant israélien, de dire qu'on gardait les bras ouverts. Et donc effectivement on a choisi ce nom. Alors dans Psartech, il y a tech, c'est technologique, voilà. Quand même. Et l'idée, c'était que Bessar Tech en arabe, ça veut dire à ta santé, et de transformer le tech, en l'occurrence, en TECH. Donc le nom, c'est PZARTECH. Donc voilà, donc c'était un petit jeu de mots, et effectivement, ça marche plutôt pas mal, parce que quand on va en France et qu'on expose dans des salons ou autres, on a des gens qui approchent, effectivement, et qui, à mon avis, pourraient être un peu dubitatifs quand ils voient qu'on est une start-up israélienne, et de voir Psartech, tout de suite, ça crée une autre ambiance. Ça crée une autre ambiance, ça change le contact, et on a eu... une ambiance d'ouverture, surtout. Exactement. On a eu des échanges comme ça très plaisants, effectivement, avec des gens d'origine d'Afrique du Nord et des choses comme ça. Ce qui serait pas, à mon avis, évident si on avait un autre nom et on était sous la bannière israélienne simplement. Alors, on va parler dans quelques instants de ce que fait justement cette start-up, cette société, Psartech. On parle un peu de votre parcours. Vous êtes arrivé en Israël il y a déjà 10 ans. Oui, comme on disait hors antenne, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 10 ans. Alors, racontez-nous un peu. Oui, rapidement. C'est un accélérateur de vie. J'avais passé quelques années à Paris. Je suis de Montpellier à la base. Je suis arrivé à Paris à l'âge de 17 ans. J'avais passé quelques années là-bas, et c'est vrai que si je regarde les années passées à Paris et les années passées en Israël, dans ce que j'ai le sentiment d'avoir accompli et vécu, il n'y a aucune comparaison. Donc je suis arrivé effectivement il y a 10 ans. J'ai travaillé pendant 1 an, j'ai fait l'Ulpan. Heureusement que je ne parle pas en hébreu là sur l'antenne, parce que vous vous rendriez compte que tous dans le même cas, j'ai pas été le meilleur des élèves.
Ensuite, j'ai travaillé, j'ai rempli mes obligations. Et après, j'ai fait... Les obligations, c'est l'armée. Voilà. Et après, j'ai effectivement étudié à l'université de Tel Aviv, où j'ai fait un MBA, donc un diplôme en business, alors qu'à Paris, j'avais fait du droit à SAS. Donc, effectivement, et donc, je pense que comme beaucoup de gens qui ont fait leur alia, j'ai senti que c'était nécessaire, mais que c'était aussi l'opportunité de prendre une voie qui était différente. C'est-à-dire que si j'étais resté en France, sans doute, j'aurais fait, en tout cas dans les premières années, quelque chose qui était lié au droit. Et là j'en ai profité pour changer, puisque mon premier emploi était déjà dans la high-tech ici, c'est-à-dire très peu de temps après mon alia, et qu'ensuite, je n'ai fait que travailler plus ou moins dans l'high-tech. Donc, vous avez commencé à intégrer donc, ce monde de l'high-tech, des nouvelles technologies, et vous avez intégré donc, cette société. Comment ça s'est passé? J'ai fondé. Vous avez fondé, carrément. Alors, vous avez eu cette idée de fonder cette société. Comment ça s'est passé? Comment on crée une start-up en Israël? Comment on a d'abord l'idée de créer une start-up en Israël? Tout le monde se pose la question en Israël. Donc, on en vient à se poser la question. Déjà, est-ce que moi, j'ai pas envie de créer quelque chose? C'est un univers qui est très, très stimulant au niveau de la création de start-up. C'est là, je crois, où on a le plus de start-up par tête au monde. Donc, c'est en Israël. Donc, fatalement, la question se pose. Au début, j'ai pas nécessairement... trouver la bonne formule et j'ai pas vu une opportunité. Et arrivé à un moment, je suivais au début Psartech, c'était de l'impression 3D de pièces détachées. Ouais. Donc on était déjà sur la question des pièces détachées et sur la maintenance. Même si maintenant, on en parlera plus tard, on fait quelque chose d'un peu différent. Mais donc je suivais l'impression 3D depuis longtemps et je me suis dit, le moment est venu de faire quelque chose, en fait. Mais alors, est-ce que ça ne fait pas peur, quand même, de se dire, voilà, on va se lancer dans une aventure. Vous parlez de l'impression 3D, après ça a un peu changé, comme on le verra dans un instant. Est-ce que ça ne fait pas peur un peu de se dire, bon, il faut que je me lance, il faut que... Vous êtes en Israël depuis, je ne sais pas quand vous avez commencé cette aventure, mais vous êtes en Israël, si vous êtes maintenant depuis 10 ans, ça fait peut-être 5 ans après, 5 ans votre arrivée en Israël. Oui, plus même. Ça fait pas un peu peur? C'est pas un peu difficile? C'est bien évidemment effrayant. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que et là je vais pas faire de pub à Israël, mais en tout cas à Tel Aviv, si on n'a pas un background technique, qu'on n'est pas développeur, ingénieur ou quoi que ce soit, quand on regarde le coût de la vie, quand on regarde le coût d'opportunité, c'est-à-dire ce que cela demande de créer une start-up en termes de sacrifice personnel est moins important. C'est-à-dire que j'avais une situation qui était plutôt pas mal, où j'avais des perspectives correctes, mais pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Et puis, il n'y avait pas de CDI, donc il n'y a pas de CDI en Israël, donc il n'y avait pas de... Donc c'est aussi l'une des raisons, et on n'en parle pas parce que c'est pas aussi remarquable que de parler de l'armée ou de choses comme ça, mais le fait que la situation salariale en Israël est moins stable qu'en France, fait que aussi les gens créent des startups parce qu'ils peuvent se lancer. Donc c'est d'une certaine manière l'autre côté de la pièce, mais qui fait ça. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a un univers qui est stimulant et qui est facile d'accès. Facile d'accès, vous dites? Moi, j'ai le sentiment, oui et non. C'est-à-dire facile d'accès dans la mesure où il est facile de rencontrer du monde. Ouais. Un peu plus difficile dans la mesure où il y a, comme partout, des cercles qui sont des cercles militaires ou des cercles où les gens se connaissent et où lorsque l'on fait partie de ces cercles, il est beaucoup plus facile d'avancer. Mais quand même, c'était très facile. Il y a quotidiennement des rencontres qui se font sur des thèmes de high-tech. Et c'était très facile pour moi d'apprendre et de commencer à fréquenter des gens de ce milieu. Donc, effectivement, se lancer à plus d'un égard, ça a été assez facile. Le problème, en général, c'est pas de se lancer, c'est de durer. Oui. Et ça, c'est toujours... Alors, durer, justement. Alors, vous nous avez dit que vous avez commencé par les impressions en 3D, et puis ça a changé avec une nouvelle formule. Alors, expliquez-nous aujourd'hui, Psartech, de quoi il s'agit. Donc,
pour reprendre très, très rapidement l'histoire, donc on a commencé sur l'impression 3D, on a fait un test avec une grande boîte israélienne qui s'appelle Keter Plastic, qui est, pour ceux qui sont en France, qui sont les propriétaires de Curvert et d'Alibert. Donc vous devez connaître si vous avez un jardin. Et on s'est rendu compte que même si on pouvait continuer avec Keter, on serait toujours limité, en fait, enfin pas toujours, mais en tout cas dans le moyen terme, limité par les capacités des imprimantes 3D. Et être limité pour une start-up, ça veut dire en général mourir. Parce qu'il faut croître et croître assez vite pour atteindre une taille minimale. Et donc, de manière concomitante, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre problème qui n'était pas adressé au-delà de la fourniture de pièces détachées, qui était la reconnaissance de ces pièces. Donc ça, on a pu s'en rendre compte justement au cours de ce process avec Keter et ces discussions avec d'autres. Et donc, on s'est dit, et si on travaillait sur ce sujet-là, sachant que ce sujet-là pouvait être abordé plus facilement que le sujet de l'impression 3D, parce qu'on était moins limité à ce moment-là par les capacités du hardware, des objets électroniques dont on se sert. Donc, vous êtes dirigé vers cette voie donc, de reconnaissance d'image, c'est ça? Alors, expliquez-nous. Exactement. Donc, pour les gens comme moi qui ne comprennent rien aux nouvelles technologies. Maintenant, je pense comprendre un peu mieux, mais, oui, quand même. Mais j'ai été comme vous. J'ai été comme vous il y a pas très très longtemps. D'accord. En fait, il y a une matière qui existe depuis longtemps, mais qui, du fait des capacités des ordinateurs, s'est développée récemment, qui s'appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est que vous donnez à un programme informatique de la donnée et qu'il va apprendre lui-même sur la donnée fournie, avec à la base un code, mais ce code va en fait s'améliorer au fur et à mesure de la donnée qui est donnée. Et l'intelligence artificielle est particulièrement performante sur la reconnaissance d'images. C'est ce qui est un peu effrayant quand on voit par exemple qu'on peut reconnaître. Dernièrement, il y avait des Russes qui prétendaient qu'ils pouvaient, à partir d'une photo prise dans la rue, vous retrouver le profil Facebook, LinkedIn ou quoi que ce soit d'une personne parce qu'ils reconnaîtraient l'image. Donc bref, ça fonctionne très bien. Donc nous, ce que l'on fait en fait, c'est que l'on constitue une base de données des pièces d'un client et qu'on permet aux utilisateurs, à ceux qui font la maintenance, par exemple, prenons l'exemple d'un moteur d'avion. Okay. On va faire une base de données de l'ensemble des pièces qui sont sur le moteur. Donc, c'est des milliers de pièces, je Alors, suppose. Il y a 40 000 pièces sur un moteur d'avion et il y en a à peu près 2000 uniques. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir les 40 000 pièces enregistrées, il faut avoir les 2000 uniques. Et en fait, on va donc créer une base de données de photos de ces pièces, pour faire simple, et on va entraîner donc cet algorithme qui lui-même apprend et qui va apprendre à distinguer ces pièces. D'accord. Et une fois que cet algorithme a appris, ce qu'on fait, c'est que l'on permet à la personne qui fait la maintenance de prendre une photo de ces pièces qui sont ensuite matchées, c'est-à-dire qui sont croisées avec la base de données et qui permettent de dire la pièce que vous venez de photographier est sans doute celle-ci. D'accord. Donc c'est dynamique, c'est un programme qui est très dynamique en fait. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Il peut y avoir un entraînement unique après une reconnaissance, ou il peut y avoir effectivement, comme vous le dites très bien, une dynamique qui est de dire en fonction de ce que dit l'opérateur, qui dit ah non mais ça c'est pas du tout la pièce, réentraîner à chaque fois le programme. Donc ça c'est deux choses différentes, mais il y a cette possibilité d'être dynamique ou cette possibilité effectivement d'être plus statique. Alors vous êtes, c'est une application qui est uniquement dans le domaine des pièces détachées pour l'aviation ? Alors pour l'instant. On est une petite start-up. D'accord. On est 3, on est en passe de grandir. Pour l'instant, effectivement... Vous êtes 3 personnes ? Oui. Ah. On est très peu. En gros, pour l'instant, on se concentre sur l'aviation parce qu'on ne peut pas tout faire. Bien sûr. On ne peut pas tout faire et parce qu'on est en train...
on va commencer à travailler incessamment sous peu avec Israel Aerospace Industries et qu'effectivement, on doit se concentrer sur ce besoin-là. Et puis aussi, il y a une étude de marché qu'on a fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas passer aujourd'hui de l'aviation à Ikea comme ça. Et pourtant, ça aurait du sens de le faire pour Ikea aussi. Donc, c'est aussi une contrainte des startups, c'est de concentrer ses moyens sur quelque chose de spécifique parce qu'on n'a pas la latitude en termes de ressources de tout faire, en fait. Bien sûr. Bien qu'on en a envie, hein, c'est tentant. Parfois, on a l'impression d'être comme un enfant dans un magasin de bonbons. On voit, waouh, ça serait bien de le faire pour Ikea, ça serait bien de le faire pour un tel, ça serait bien de le faire pour un tel. Mais en soi, l'énergie que cela requiert de le faire pour d'autres applications... on prend le risque de courir plusieurs lièvres et de n'en attraper aucun. Alors, vous nous donnez un peu une image un peu, peut-être, je ne sais pas, un peu idyllique de ce monde de la high-tech, parce que, on a l'impression quand même que... Non, ça a été l'enfer. Hein. Alors, c'est pour ça, c'est la question. C'est la question. Vous nous le décrivez de cette manière, mais est-ce que c'est quand même difficile ? Non, c'est l'enfer. Soyons francs, hein, c'est ce que je dis aux gens qui me demandent et qui sont employés. Je leur dis, par rapport au fait d'être employé, vous avez des moments de paradis qui sont beaucoup plus importants, qui sont beaucoup plus intenses, des moments de joie beaucoup plus intenses, mais vous avez beaucoup plus de moments de grande... je dirais pas de grande dépression parce que on n'est pas au niveau pathologique, mais de grand désespoir que si vous étiez employé. Donc ça polarise. C'est quand même difficile. Ça polarise, c'est l'enfer. Disons les choses, c'est l'enfer et le paradis en même temps, mais c'est beaucoup plus souvent l'enfer que le paradis. Maintenant, c'est vrai que c'est suffisamment le paradis, semble-t-il, pour continuer. Et pour avoir envie de faire d'autres choses. C'est-à-dire envie de créer d'autres startups. Oui, ou d'augmenter un peu dans la voie de ce que vous faites aujourd'hui. Donc, de continuer, c'est augmenter de toute manière. C'est-à-dire que pour une start-up, si elle est statique, elle est morte. C'est terminé. Donc, continuer, c'est nécessaire à partir du moment... Enfin, accroître, augmenter, c'est nécessaire à partir du moment où on décide de continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, je me reverrais relancer une start-up ? Très franchement, ça me prendra un peu de temps pour récupérer. Vous êtes tout jeune encore, ça va. J'aimerais être tout jeune. Je suis pas non plus très vieux, mais effectivement, je suis pas tout jeune non plus. Peut-être parce que ce qui se passe, c'est qu'on fait énormément d'erreurs, même si on reçoit des conseils, donc on en évite quelques-unes, mais on en fait énormément. Et c'est vrai que s'il fallait recréer une start-up, je pense que ce serait beaucoup plus facile que ce que je n'ai fait aujourd'hui. Alors on va terminer cette interview très intéressante. Vous nous avez parlé de cette interaction justement en début d'émission avec des personnes que vous rencontrez dans le monde, en France, etc. Comment est perçu Israël justement dans le domaine des nouvelles technologies, en France ou dans le monde ? Alors moi, j'ai jamais ressenti d'hostilité. Donc j'étais plutôt, peut-être une fois, j'ai pas de souvenir. Ouais, je crois une fois, je me suis retrouvé assis à côté dans une compétition de start-up à côté d'un type des Émirats Arabes Unis et qui était pas hyper chaleureux. Donc peut-être qu'il était juste pas chaleureux, mais en tout cas, moi je me suis dit que c'était un peu curieux. Mais sinon, au contraire, toujours beaucoup d'intérêt, beaucoup de respect. Et aussi, effectivement, les gens sont très impressionnés par ce qui est accompli en Israël. Donc, c'est très clairement un avantage d'être une start-up israélienne plutôt que d'être une start-up de quelque autre pays que ce soit en Europe, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jérémy, pour Psartech ? Écoutez, souhaitez-moi de vous donner des bonnes nouvelles dans l'année à venir. Mais c'est ce qu'on vous souhaite. Je vous remercie. Et en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Je trouve que c'est courageux. Moi, personnellement, je trouve que c'est très courageux de se lancer dans ce genre d'aventure. Et bravo pour ce que vous faites et bravo pour Israël aussi, parce que je pense que vous participez beaucoup au développement de l'État. On essaye vraiment, si vous voulez, de montrer une autre figure. Ça fait partie aussi de la philosophie lorsqu'on crée une start-up en Israël. Complètement.
l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner une autre image d'Israël aussi et de montrer autre chose. Donc, c'est tout à fait notre démarche aussi. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir été notre premier invité dans cette émission Israël demain. Nous nous retrouverons, bien entendu, la semaine prochaine pour parler encore de nouvelles innovations, de nouvelles startups ici en Israël. Merci et bye bye. Merci, au revoir. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.